Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette 439e rencontre Vlil. Et ce soir, donc, nous avons la chance de recevoir et l'éditrice Katharina Aloise van Hoff pour les éditions Les Argonautes et l'auteur Johan Luis Luis pour cet ouvrage-là, Chronique d'un dieu boiteux, traduit du catalan par Juliette Lemerle, qui est sorti en février dernier, qu'on avait déjà reçu pour Junil, son premier roman. Eh bien, bonsoir à tous les deux déjà. Bonsoir. Alors il y a des écrivains qui racontent le monde, et puis il y a ceux qui le traversent, époque par époque, comme on descend un fleuve dont on ne connaît pas la source. Johan Louis Louis est de ceux-là, né à Perpignan dans le froissement de deux langues, qui a choisi la plus étroite, la plus menacée, la plus belle pour y loger toute son œuvre. La langue catalane, non pas comme un refuge, mais comme un acte de résistance, douce et têtue, comme une forge où l'on bat le métal de l'identité jusqu'à ce qu'il chante. Et voilà qu'il nous revient, après l'éblouissement de Junil, portant sous le bras un dieu estropié, Héphaïstos, fils rejeté, génie incompris, précipité de l'Olympe, non pour ses crimes, mais pour sa difformité, la vieille brutalité du monde qui confond la beauté avec la grâce et la puissance avec la dignité. Ce Dieu-là erre parmi nous depuis des siècles. Il a traversé l'Inquisition sans brûler, la Renaissance sans renaître tout à fait, les guerres du XXe siècle comme on traverse un songe mauvais, les yeux ouverts, le cœur en désordre, la forge refroidie. Il est le seul survivant d'un panthéon englouti par le monothéisme vainqueur et dans cet abandon total, dans cette solitude cosmique et comique à la fois, Johann Louis Ruiz a trouvé le miroir le plus exact de notre propre condition. Car ce roman n'est pas un roman mythologique, c'est une méditation sur ce qui reste quand on n'est plus cru, sur ce que devient un Dieu sans fidèle et un homme sans certitude, sur la création, la blessure, le temps qui passe, et ce que l'on forge encore quand personne ne regarde, quand le feu couve sous la cendre de l'histoire. Hordelin disait que le poète porte la trace des dieux enfuis. Johann Louis Ruiz, lui, a préféré en ressusciter un, boiteux, ironique, mélancolique, terriblement humain pour une divinité, terriblement divin pour un homme. Ce soir, nous avons la chance de recevoir son auteur, l'artisan, le forgeron des mots, celui qui, depuis Perpignan jusqu'à Barcelone, depuis l'Olympe jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais cessé de croire au feu des histoires quand tout le monde l'avait éteint. Rebonsoir à tous les deux. Alors, on va longtemps parler de ce roman-là, Johan Louis, parce que véritablement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de portes d'entrée aussi dans ce texte-là. Avant de parler de ça, on va déjà dire qu'il est né, ce texte-là, ces textes-là, on va en reparler aussi. Il est né en 2013, toujours en catalan, sous le titre, et vous allez me corriger sûrement sur l'accent, Les Chroniques del Déu Coix. Est-ce que vous pouvez nous Bon, ça va à peu près, oui. c'est à peu près, voilà. Vous allez nous lire un extrait tout à l'heure en catalan pour faire résonner aussi la langue. Alors Ouais. avant ça, j'aimerais que vous nous parliez de cette histoire-là, puisque c'est rare qu'un livre se traduise 10 ans après. C'est quand même en principe plutôt rare. Racontez-nous son histoire, comment aujourd'hui il apparaît aux éditions Les Argonautes. Bon, d'accord. Bon, d'abord, merci pour cette très belle introduction. Euh, quand, quand- avant de prendre la parole, il y a des gens qui, il y a quand je parle en public, en général, je préfère qu'on ne me présente pas parce que parfois les introductions sont tellement réussies que je me dis que je vais faire baisser le niveau. Donc, je vais essayer que ce ne soit pas le cas. Mais en tout cas, c'était très joli, merci. Alors, moi, je suis pas sûr que ce soit. Enfin, il faudrait demander à Katharina, en tant qu'éditrice, ce qu'elle en pense, que ce soit vraiment quelque chose qui se fait peu de traduire plusieurs années après. Moi, en tant que lecteur, j'aime bien, j'ai toujours aimé découvrir des auteurs qui ont publié longtemps avant. Je crois que la course à la nouveauté est une course qui nous épuise un peu et qui nous oblige parfois à surfer sur des choses pas très intéressantes juste parce qu'elles sont nouvelles. En principe, le temps faisant son œuvre, paraît-il, ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon, on peut toujours le croire, ce qui vaut la peine flotte et ce qui vaut moins la peine coule. Et donc, on a,
On a davantage le choix entre des choses de qualité. Moi, je lis jamais, pratiquement jamais de nouveautés. Je lis les nouveautés qui ont 5 ou 10 ans. Si elles résonnent encore, je me dis que c'est qu'elles doivent valoir la peine. Alors là, tout le mérite de la traduction revient à l'éditrice. Moi, je suis absolument ravi, évidemment. Mais voilà, il faudrait peut-être lui poser la question à elle, Katharina. Oui, oui, moi je pense, enfin je suis complètement d'accord que voilà, il y a des œuvres qui traversent, comme vous l'avez si bien dit, Anthony, qui traversent le temps, et c'est justement là où on se rend compte par combien c'est un roman intemporel. Il a 10 ans ou un peu plus de 10 ans, mais il est vraiment, on pourrait se dire, il est écrit maintenant parce que pour moi, il résonne beaucoup avec l'actualité aussi. Il a cette délicieuse intemporalité, mais aussi une universalité qui me semble particulièrement agréable en ce moment, qui, quand on est un peu bousculé par la politique, par ce qui se passe dans le monde. Effectivement, avec Joan Luis Luis, nous avons réfléchi à comment continuer à publier son œuvre en France. Il n'a été que très peu traduit en français. Et nous avons commencé avec Junil, donc celui-là, c'était son dernier livre. Mais il est dans un univers justement aussi assez intemporel. On pourrait dire historique, mais c'est tellement loin dans l'histoire que ça devient tout près dans son roman. Et on s'est dit que dans l'œuvre de Joan Luis, Héphaïstos, Les Chroniques d'un Dieu boiteux, c'était quand même le livre qui était le plus proche de l'esprit de Junil. Et c'est pour ça qu'on a républié, on a fait traduire par Juliette ce roman qui est, moi, je trouve vraiment un bijou absolu. J'étais si contente de le lire. Et en fait, c'est Joan Luis qui m'a dit, si vous savez pas comment continuer, lisez celui-là, on va voir. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et justement, par rapport au côté contemporain des choses, on a l'impression, et à chaque fois ça me frappe, quand un écrivain fait ressurgir quelque chose qui vient du passé, du très très loin, et qui finalement se perpétue, continue de faire son œuvre encore aujourd'hui, ça montre à quel point l'être humain, parce qu'il est beaucoup de questions de l'être humain par rapport aux divinités, par rapport à ce qu'on offre aussi à une divinité, à un sacrifice, qu'il soit humain, matériel ou autre, mais ça montre surtout à quel point les hommes n'ont pas changé, n'ont pas évolué sur les plus grandes thématiques de l'histoire, de leur conscient, de leur subconscient. On a l'impression que rien n'a évolué. Et c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant aussi dans ce livre-là. Non? Ah, est-ce que c'est inquiétant? Je ne sais pas. Euh, oui, enfin, j'imagine qu'on a très peu évolué. Oui, il y a quelques progrès, bien sûr. En gros, il y a des progrès, mais ce ne sont pas des progrès uniformes ni universels, ou en tout cas, on voudrait, enfin, pas vraiment. Ceci étant, j'ai représenté un dieu dans une époque qui commence à une époque antique, mythologique, qui n'est pas datée, et puis je lui fais traverser l'histoire. C'est une sorte d'odyssée à travers les siècles. Mais bon, c'est quand même un roman écrit au XXIe siècle, donc c'est toujours une antiquité qui est tamisée, si je puis dire, par le regard contemporain. Les romans historiques, en fait, n'existent pas, hein. C'est toujours des romans écrits où on sent où on sent l'époque, où on sent le lieu d'où l'auteur a écrit. C'est toujours comme ça. Quel que soit le roman, qu'il soit situé dans la plus lointaine préhistoire ou dans le plus lointain avenir, c'est toujours un roman qui porte la marque de l'époque et de l'endroit où il a été écrit, donc qui porte la marque des préoccupations, des inquiétudes, des espérances, etc., de celui qui en est l'auteur. Qu'est-ce que ça change finalement de retrouver un livre 13 ans après, longtemps après l'avoir écrit, puisqu'il est sorti en 2013, mais j'imagine que vous l'avez écrit aussi un petit peu avant. Est-ce qu'on Oui. reconnaît encore sa propre œuvre? Est-ce on a envie de corriger? Est-ce qu'on a envie de modifier Ah oui, 13 ans après? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un auteur 13 ans ben, après? Comment on le défend, ce texte-là, 13 ans après? oui, alors.
Je ne parle pas au nom de tous les auteurs, hein. Je parle qu'en mon nom propre, c'est déjà assez compliqué. Euh, Moi, je ne relis jamais mes livres publiés, sauf si on me demande d'en lire un extrait, alors là, je le fais très volontiers, mais je ne me relis jamais parce que j'ai tendance à voir les défauts, et donc c'est assez frustrant. Euh, Par contre, quand il y a des rééditions, je demande toujours, quand c'est possible, de faire des révisions. Donc là, je m'oblige à rentrer à nouveau, à pénétrer vraiment à l'intérieur du roman pour faire des révisions qui, en général, sont pas énormes. C'est des petites choses de style-là. Mais c'est vrai que j'ai parfois la tentation de me dire, est-ce que je pourrais changer tout ce que je veux? En principe, je pourrais changer tout ce que je veux dans un roman, puisque j'en suis l'auteur. Donc je peux changer la fin et y partir heureux dans le soleil couchant. Et puis voilà, si je, pourquoi pas. Alors ça, c'est surtout la tentation, et surtout quand c'est des rééditions dans la langue originale, en catalan. Pour les traductions, la traductrice m'a demandé de relire le texte, de lui faire des suggestions, ce que j'ai fait volontiers. Donc, dans ce cas-là, moi, je me mets un peu en retrait. La traduction, ce n'est pas ma traduction du tout, c'est la traduction d'une traductrice, c'est son œuvre à elle, à travers mon œuvre à moi, ou vice-versa, je ne sais pas trop comment ça marche. Mais moi, je pense que dans ce cas-là, je devais être très humble en quelque sorte et me mettre à son service. Euh, Ce qui fait que les tentations y ont été, mais elles étaient moins aiguës, c'était plus facile d'y résister. Parce que je me disais que vraiment, ce qui comptait, c'était la fidélité ou la loyauté, selon les cas, au texte original. Euh, Après, donc je l'ai relu en français, et je ne l'avais pas relu en catalan depuis 2013, donc. Et c'est vrai que il y a des choses qu'on redécouvre. Moi, il y a des passages entiers que j'avais un peu oubliés. Je me souvenais de quoi y retourner, mais pas du détail. Et des fois, on se dit, ah tiens, ça c'était pas mal, c'était une bonne idée, ça, ou bien, oh, c'était bien écrit. Et puis parfois, c'est un peu le contraire. On se dit, là, j'aurais peut-être dû raccourcir ça, ou rallonger, ou préciser. Voilà, c'est assez variable, mais là, se relire après des années, c'est un voyage intéressant, un peu angoissant a priori, mais en fin de compte, ça se termine à peu près bien. Bon, ça va. Très bien. Alors justement, on va parler d'Héphaïstos, Vulcain de l'autre côté. Parmi tous les dieux grecs, c'est celui qui, c'est le seul que sa propre mère a voulu jeter du ciel à cause de sa laideur, une sorte de Oui. rejet d'une violence extraordinaire. Est-ce que c'est un paradoxe fondateur, le dieu créateur né de la honte? Est-ce que c'est ça qui vous a attiré vers lui? Ben, Héphaïste, il a plein d'avantages par rapport à Vous un l'appelez romancier, carrément je dirais. Éphèse. Oui, pardon, parce que c'est la forme catalane. En Ah catalan, on dit d'accord. Héphaïste. Et je l'ai très Je croyais qu'il était si proche de intégré. vous que vous lui avez Héphaïstos, attribué un surnom. c'est un peu long. Euh, Oui, alors je suis étonné. Enfin, je pense que Freud aurait pu prendre la figure de la relation mère-fils entre Héra et Héphaïstos pour en faire une de ses théories, parce que vraiment, c'est une mère qui déteste son fils. Elle le déteste dès qu'il naît. Donc c'est quelque chose de très fort. Et en tant que mythe, ça pourrait peut-être expliquer certaines choses. Je sais rien, là, je vais dans un champ que j'ignore un peu. Euh, mais Éphèse, pour un narrateur, pour un romancier, il a plein d'avantages, parce qu'il est loin d'être parfait. Alors, bon, les dieux grecs sont jamais parfaits, aucun n'est parfait. Mais bon, ils sont quand même tous très beaux. Apollon, Arès, Hermès, euh, ils sont très beaux. Héphaïstos, pardon, il est moche. Quand il est moche, sa mocheté est une évidence éclatante. Donc sa mère le jette, vraiment, littéralement, c'est le geste. Elle le jette par-dessus la balustrade de l'Olympe et lui se brise une jambe sur les îles quand il tombe, donc il boite. Un dieu boite. C'est déjà assez curieux parce qu'en principe, on pourrait penser qu'un dieu peut se guérir ou un dieu ne peut jamais être blessé. Et en tout cas, il y a d'autres divinités qui sont capables de guérir. On le voit dans toute la mythologie, mais lui, il reste boiteux toute sa vie. Et puis, il travaille. Ça, c'est le seul Dieu qui travaille vraiment. Les autres dieux ont une fonction. Bon,
Apollon, sa fonction, c'est de conduire le char du soleil pendant la journée. Mais enfin, on n'imagine pas qu'Apollon passait ses journées sur un char au milieu du ciel, parce que s'il faisait ça, il ne pourrait pas essayer d'aller séduire toutes les filles et tous les garçons qu'il essaie de séduire, sans trop de succès d'ailleurs. Apollon, il n'a pas beaucoup de succès avec les femmes, il faut le prendre en compte. Mais Héphaïstos, il travaille vraiment. Et c'est un travail dur, il est forgeron, donc il vit sous terre, à côté d'un feu. Il tape sur du métal toute la journée. Il fait des choses très fines aussi. Il cisèle. Il fait des chefs-d'œuvre. C'est lui qui fait le bouclier d'Achille dans l'Iliade. Et donc, de mon point de vue, c'est quand même le plus humain des dieux, même si lui déteste être qualifié d'humain. Enfin, c'est moi qui imagine qu'il déteste ça, parce c'est quand même un des 12 dieux supérieurs, donc il a vraiment sa place à l'Olympe. Euh, Mais voilà, il a des défauts qui l'humanisent. Et je n'explique pas pourquoi c'est le seul survivant. En fait, j'en sais rien vraiment, mais j'imagine que c'est justement parce qu'il est un peu plus humain que les autres, que son agonie est plus lente et que donc il arrive finalement à survivre. Très bien. Alors, il y a beaucoup de questions aussi, parfois dans le chat, parfois dans d'autres discussions, sur le fait que vous écriviez en catalan, alors que évidemment, quand on vous entend parler, le français est admirable. Et donc, les gens se posent des questions. Pourquoi le Oui, catalan? On en avait déjà parlé pour Junil, mais c'est vrai que oui, tout mais le monde n'était pas toujours là. Mais c'est extrêmement intéressant. Vous faites partie des auteurs qui, là pour le coup, c'est quand même extrêmement rare, qui arrivent à parler ces deux langues alors que le français était votre langue scolaire et au moment d'écrire, vous avez décidé d'écrire en catalan. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que le catalan vous donne de différent par rapport au français? Quelle nuance ça vous apporte de manière supplémentaire? oui, alors c'est compliqué hein, parce que c'est long, ça. J'aurais besoin de 2 ou 3 heures de calme pour essayer de l'expliquer ça. En essayant d'aller vite, hein, euh, pour moi, le catalan, c'est une forme un peu paradoxale de joie de vivre. Là, je ne parle pas de littérature, je parle du catalan en général, parce que j'ai dit paradoxal parce que le catalan, en tout cas, en Catalogne Nord, si on a la partie française de la Catalogne, le catalan est moribond, il a pratiquement disparu. Et donc, c'est très triste. Et je dis toujours, quand je m'adresse à des Français, un public français, ou en tout cas un public qui a une langue, disons, qui est raisonnablement défendue par un État, qu'il est extrêmement difficile, j'imagine, d'imaginer ce que ça peut faire, de savoir que sa propre langue peut mourir. Et peut mourir, pas dans un avenir lointain, comme c'est un peu fantasmé parfois en France par rapport à l'anglais, mais vraiment dans les années dans quelques dizaines d'années. Une langue peut mourir ou devenir simplement résiduelle. C'est très douloureux et pourtant, pour moi, c'est une forme de joie de vivre parce que je m'y reconnais pleinement et parce que euh, le catalan, c'est une langue pour moi qui résonne en moi. Et, et quand je me suis rendu compte, disons, adolescent ou post-adolescent, que si je voulais essayer de devenir écrivain, c'était mieux que je le fasse en catalan. C'est parce que ça résonnait en moi. Il y avait une sorte de musicalité intérieure. C'était comme une langue qui sonnait juste par rapport au français le français ne sonnait pas faux, mais pour moi, le français, c'est une langue, hum, disons, que je maîtrise par le parcours scolaire, hein, mais qui pour moi est une langue un peu cérébrale et voire administrative. Je mets à part la poésie. Moi, j'aime beaucoup lire la poésie en français. Par contre, dans les autres genres littéraires, y compris les romans, parfois je lis des romans français traduits en catalan. Et je préfère les lire en catalan. Même si parfois je vois aussi les petits défauts des traductions, mais là c'est une forme aussi d'apprentissage de voir les différences de texte, ce que ça peut apporter. Mais pour moi c'est ça. Moi quand j'étais petit, je lisais Pif Gadget. Je ne sais pas si ça résonne chez certains d'entre vous, Pif Gadget, j'imagine. Et il y avait le docteur Justice, hein, qui était un médecin de l'OMS qui avait la particularité de courir le monde et de pratiquer le karaté dans un degré de perfection assez élevé. Et le docteur Justice se souvenait souvent de son maître, qui est un maître en karaté, qui était un japonais, maître Umari, je crois, et qui avait une phrase qu'il répétait souvent, c'était le vrai courage de faire ce qui est juste.
Et c'est une phrase que je trouve extrêmement ambitieuse parce que c'est très très difficile à mettre en œuvre. Le vrai courage est de faire ce qui est juste. Alors là, pour moi, il ne s'agit pas de courage, le fait d'écrire en catalan, mais la justesse, oui, pour moi, c'est juste. C'est quelque chose qui est juste. Et donc, c'est, ça me fait sentir bien. Est-ce que d'ailleurs moi j'ai trouvé en tout cas beaucoup de ressemblances entre Héphaïstos et vous, notamment sur cette Ah, frontière entre deux mondes, n'appartenant finalement pleinement à aucun des deux, à être dans l'interstice de ces deux mondes-là, notamment entre le catalan et le français peut-être, mais je trouve qu'il y a beaucoup de vous dans ce texte-là. Je ne sais pas si j'ai surinterprété ou pas, je vous ai déjà interviewé pour Junil et j'ai senti des choses, et c'est vrai qu'en lisant Chronique d'un dieu boiteux après Junil, je trouve que ça donne beaucoup plus d'intime de votre part. Je ne sais pas si c'est le cas. Les deux textes sont liés, on va en reparler tout à l'heure, parce qu'ils semblent un petit peu dialoguer avec cet être en marge, une jeune fille esclave d'un côté, un dieu estropié de l'autre, qui traverse le temps, qui traverse l'histoire, toujours en cherchant à survivre à ce que le monde officiel a décidé pour eux. Je ne sais pas si j'ai surinterprété, mais j'aimerais savoir ce qu'il y a aussi de vous dans Héphaïstos. Est-ce que il y a plus de choses que je ne le pense ou au contraire beaucoup moins. alors, comme disait l'autre, Héphaïstos, c'est moi, hein, je pourrais dire ça et maintenir là. Bon, on est toujours dans nos personnages, hein, même quand on s'en défend ou même quand on essaie de ne pas y être. Moi, je crois foncièrement que tous les romanciers sont dans leur roman, ne serait-ce que par opposition. Enfin, ça, je crois, vraiment inévitable. Euh, Par rapport spécifiquement à Héphaïstos, j'avoue que c'est une question qui m'intéresse, même si j'ai pas vraiment de réponse, ou en tout cas, si j'ai une réponse, je crois que je préfère garder la réponse pour moi parce que c'est pas vraiment intéressant, je trouve, si j'y suis ou si j'y suis pas par rapport à un lecteur. Mais euh, quand le roman est sorti en Catalogne, donc en 2013, il a reçu un prix qui est assez important en Catalogne, hein. Mais j'ai perçu que l'éditeur était pas vraiment convaincu et il me l'a dit après avoir reçu le prix, qu'en fait pour lui c'était un roman qui était pas vraiment, qui était un peu mineur et qui pensait pas qu'il aurait un prix et qu'il était assez surpris. Et donc cet éditeur-là, c'était mon éditeur, donc c'était quand même assez un peu dur pour moi d'entendre ça. Et puis quelques semaines après, dans une manifestation littéraire, j'ai rencontré l'éditrice d'une autre maison d'édition qui m'a dit, il faut que je te parle de ce roman. Et elle a commencé à développer toute une théorie qui est pratiquement tout ce que vous avez dit, en disant qu'Héphaïstos c'était moi, et qu'à la fois j'avais réussi à faire un dieu qui était vraisemblable en tant que dieu, mais qu'en même temps on voyait bien que c'était moi. Et du coup, j'ai changé de maison d'édition. Voilà. Ça s'est fait à cause de ce roman-là. Je suis toujours dans la nouvelle maison d'édition. Et c'est vraiment parce que la compréhension profonde de ce personnage m'avait semblé à ce moment-là totalement, presque impérative, disons. Un éditeur qui n'était pas capable de comprendre ce roman, je me suis dit que je ne pouvais pas rester avec lui. Vous avez bien fait. Voilà. On avait aussi parlé de cette, parce que vous avez aussi été traducteur, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous arrivez à naviguer entre le métier d'auteur, le métier de traducteur, et vous n'avez pas traduit n'importe qui, vous avez traduit Voltaire, vous avez traduit Boris Vian, vous avez traduit Céline, et on sent dans ce texte-là une sorte d'ironie mordante, presque voltairienne, qui est un petit peu mêlée finalement avec une sorte de mélancolie célinienne. Est-ce que traduire ces auteurs-là, ça a infusé chez vous quelque chose dans votre propre écriture? Avec tous ces auteurs classiques que vous avez pu traduire, est-ce que ça infuse trop ou au contraire, est-ce que ça n'infuse pas assez, mais est-ce que ça infuse vraiment autant qu'on l'imagine? Oui, je suis pas sûr. Enfin, l'écriture de Dieu boiteux est antérieure aux traductions que vous avez citées de Céline, Voltaire et Boris Vian. Donc, si c'est le cas, ça serait plutôt le cas sur les textes postérieurs. Alors, bon, je les ai lus avant de les traduire, sous ces auteurs. Donc, s'ils m'ont influencé, ça peut se voir peut-être. Euh, j'ai sûrement un ou deux romans dont on pourrait dire qu'il y a certains contes de Voltaire qui sont pas loin. Euh, Même si Voltaire, en tant qu'auteur de contes, après l'avoir traduit, donc y avoir travaillé,
j'ai traduit la totalité des contes de Voltaire, c'est 26 contes, c'est un volume de 800 pages, et donc j'ai beaucoup cohabité avec Voltaire, et donc c'était quand même pas un très grand styliste. Il était mordant, il était ironique, il virevoltait, mais c'était, à mon sens, c'était pas un grand styliste, et donc de ce point de vue-là, je m'y reconnais pas trop. Par contre, la notion de conte philosophique à la manière du XVIIIe siècle, j'avoue que j'aime bien ça. Après les autres, bon, Céline, c'est difficile parce que c'est un salopard, à part d'être un grand écrivain. Et, et c'est quand même toujours difficile je trouve, de se laisser influencer par quelqu'un qui, même s'il est un grand écrivain, est quand même avant tout un salopard en tant qu'être humain. Donc voilà. Bien dit, Joan Luis. Héphaïstos, il traverse surtout l'Inquisition, la Renaissance, le XXe siècle. Comment vous avez choisi ces moments charnières, ces jalons précis? Parce que on voit que les époques lui révèlent certaines choses ou au contraire lui volent certaines choses. On a l'impression que vous avez choisi aussi ces époques-là en fonction de ce que ça allait, euh, comment dire, façonner aussi Héphaïstos. Oui, mais c'est aussi beaucoup lié à l'histoire de la Sicile. Alors, quand on dit Sicile, on pense à mafia, et puis en général, ça s'arrête à peu près là. Et on a l'impression que la mafia a dû toujours exister, alors que la mafia est une invention de la fin du 19e siècle. Et que la Sicile, avant l'occupation italienne, j'ai dit occupation parce que les Siciliens avaient vécu l'annexion comme une occupation, hein. Ce sont des choses qu'on oublie parfois. La Sicile était une terre fertile, féconde et riche, euh, et qui a eu une histoire extrêmement bouleversée avec une énorme quantité d'invasions. Mais vraiment, j'ai pas pu résister. Le seul moment où j'ai l'impression de faire un peu mon Jules Verne, c'est-à-dire de mettre de l'érudition pour l'érudition un peu artificiellement dans le roman, c'est vraiment volontaire. C'est quand je mets la liste de toutes les langues qui ont été parlées en Sicile depuis avant l'arrivée des Grecs, qui ont été les premiers colonisateurs à partir après la première présence humaine. Et vraiment, c'est une liste qui est assez effarante. Et donc, j'avais vraiment le choix. J'aurais pu faire plusieurs chapitres en plus, mais je voulais pas faire un petit résumé un condensé d'histoire sicilienne vu à travers les Phaistos. Donc, j'ai vraiment choisi des moments qui me semblaient propices à créer l'histoire que j'expliquais à ce moment-là. Voilà, il y a l'invasion arabe, par exemple, les Arabes ne sont pas vraiment montrés. On sait qu'ils arrivent, mais on ne les voit pas. J'aurais pu mettre les Vikings. Les Vikings aussi, enfin les Normands, ont colonisé la Sicile. J'avais une idée de chapitre avec les Catalans, puisque les Catalans aussi, en tant que Catalans, ont colonisé la Sicile. Mais j'avais peur que ça soit un peu chauvin, même sans le vouloir. Et donc, j'ai préféré pas le faire. Mais voilà, après l'Inquisition, pour moi, c'était obligatoire, hein, parce que c'était trop. Voilà, pour moi, de mon point de vue, en tant qu'auteur, c'était le plus jouissif, si je puis dire, parce que vraiment, là, je me suis régalé à faire souffrir l'inquisiteur, qui est réel, hein. Le nom de l'inquisiteur est un nom d'inquisiteur réel de cette époque-là, euh, qui était, disons, salopard au cube, parce que lui, en plus, il faisait vraiment mourir les gens, pas comme Céline qui juste leur souhaitait la mort. Lui le mettait en pratique. Et voilà, donc, euh, c'était un peu ça. C'est un peu, pour moi, je voyais ce voyage d'Héphaïstos à travers les siècles. Je l'ai vu un peu comme des ricochets dans l'eau. On lance une pierre, et puis de temps en temps, elle réapparaît, elle réapparaît, elle réapparaît. Alors voilà, il s'agissait de trouver les bons moments où la pierre réapparaissait. Alors justement, je rebondis par rapport à ce terme de chronique. C'est évident que quand on voit sur un texte marqué chronique d'un dieu boiteux, on imagine que c'est un terme souvent très journalistique, autant que littéraire. Mais vous qui avez été journaliste, chroniqueur, est-ce que cette forme-là de la chronique, qui en fait c'est une sorte de chronique romancée, c'est difficile de parler de chronique au sens strict du terme, et c'est Oui, là où bien vous sûr. jouez un petit peu. C'est fragmentaire, c'est successif, mais en même temps ça fait un véritable roman. Oui, tout à fait. Alors moi, chronique, pour moi, c'est un hommage très très clair à Ray Bradbury et à ses chroniques martiennes.
C'est tout à fait ça. En fait, c'est même un peu le modèle de roman. Alors, les chroniques martiennes, les critiques qui, en tout cas, si je me souviens bien, quand le roman était sorti, ce que j'ai lu après, c'est un roman des années 50, euh, était un peu divisé entre ceux qui disaient que c'était un recueil de nouvelles et ceux qui disaient que c'était un roman. Parce qu'en fait, les chroniques martiennes de Ray Bradbury, en fait, ce sont des nouvelles qui sont plus ou moins autonomes, mais qui, mises bout à bout, forment un ensemble, un continuum d'histoires qui nous explique une histoire plus large. Sauf que vraiment, certaines n'ont aucune relation les unes avec les autres, c'est juste dans l'ensemble. Euh, et les Chroniques d'un dieu boiteux, c'est pas vraiment ça, parce que vraiment c'est un roman, mais tous les chapitres, sauf un, sont des chapitres autonomes, euh, qui sont liés aux autres. Hein. Il y a vraiment, il y a un enchaînement clair. Mais en fait, c'est quand même des chapitres autonomes qu'on pourrait, j'ai pas fait l'expérience et je l'ai jamais recommandé, mais on pourrait un peu, parfois, en tout cas certains chapitres peuvent être lus au hasard, je pense. Avec une exception. Il y a une exception qui est là, qui m'a brisé le cœur, c'était la mort de Madeleine, ou Magdalena, je sais, tout début. Et là, je lui ai donné un chapitre à part pour sa mort, mais bon, on ne comprend pas sa mort sans le chapitre précédent. Tout à fait. Voilà, désolé, désolé si c'est un spoiler, ça peut-être, c'est Non, peut-être un spoiler, non, non, je suis non, désolé. ce n'est Faut pas un peut-être pas spoil, le c'est dire bon, ça. c'est bon. Le roman, il pose aussi en exergue, de manière peut-être implicite, mais une question vertigineuse qui concerne aujourd'hui, étant donné un certain nombre de guerres, notamment des guerres de religion, et la question suivante, qu'advient-il d'un Dieu quand plus personne ne croit en lui? C'est peut-être la phrase qui résonne le plus dans ce texte-là. Est-ce que vous avez déjà d'abord eu la question, ou au contraire, c'était ce personnage-là qui émanait, ou est-ce que c'est ce postulat-là de cette question à la fois philosophique, à la fois difficile aussi à résumer et à solutionner. Est-ce que ce sont des questions philosophiques qui vous ont forgé pour créer ce texte-là aussi? Alors, oui, non, je dirais, qu'est-ce qui arrive à un Dieu quand on ne croit plus en lui? Alors, ça, c'est arrivé, il y a des milliers de dieux qui sont tombés dans l'oubli, probablement. Hein. C'est quelque chose, la- une des grandes activités de l'être humain, c'est la création de dieux et de divinités, de panthéons, de création du monde. C'est une activité constante, avec parfois des petites pauses, mais assez rares, en fait. Mais c'est une question assez récurrente, je trouve, peut-être dans la littérature, j'allais dire un peu au bon marché, mais c'est vraiment un peu péjoratif, mais dans la fantasy, littérature de fantasy ou science-fiction, c'est une question qu'on voit passer de temps en temps. Moi, pour créer le roman et pour créer le Dieu tel qu'il est, je me suis basé sur une question historique, hein, qui est le fait que les chrétiens, quand ils ont pris le pouvoir et quand le christianisme est devenu officiel au début du IVe siècle, euh, il n'y a pas eu de répression. On pourrait penser que c'était déjà comme une première inquisition. Des fois, c'est un peu l'image qu'on en a. Les chrétiens sont arrivés. Alors, les chrétiens étaient victimes et sont devenus bourreaux. Ça, c'est assez clair. Hein. Mais ça s'est pas fait de suite. Ça a été assez progressif. Et pendant au minimum plusieurs dizaines d'années, les deux religions cohabitaient. C'est-à-dire le paganisme. Les païens ne s'appelaient pas païens, parce que pour eux, ils étaient croyants, c'est tout. C'est les chrétiens qui les appelaient païens. Mais les deux formes religieuses cohabitaient, sauf l'interdiction des sacrifices. Alors ça, le christianisme a été extrêmement dur là-dessus tout de suite, parce que dans la foi chrétienne, oui, la foi chrétienne, le Christ est descendu et Jésus s'est sacrifié pour l'humanité. Donc après que Jésus se soit sacrifié pour l'humanité, tout sacrifice est impie, parce que inutile et voire mettre en cause le sens et la fonction du sacrifice divin de Jésus. Donc le sacrifice animal a été interdit tout de suite. Et donc tout simplement, je me suis dit, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Si les dieux se nourrissaient, alors dans les récits d'Homère, Hésiode, etc., les dieux ne se nourrissent pas exclusivement de la fumée des sacrifices. Ils ont l'ambroisie, ils ont le nectar. On ne sait pas trop ce que c'est. Hein. Bon, il y a des théories, mais
Donc ils boivent, ils mangent. Et moi, dans le roman, je dis qu'en fait, c'est un fake, en quelque sorte, c'est des faux aliments inventés par les dieux pour faire croire aux hommes qu'ils ne sont pas dépendants des humains pour se nourrir, mais qu'en fait, oui, sans la fumée des sacrifices, les dieux n'ont plus rien à manger. Donc pour moi, la question, c'était, un dieu peut mourir de faim? Et c'est assez terrible. Et quand je me suis posé la question, je me suis dit, waouh, c'est une vraie question de roman. C'est quelque chose qui, de point de vue d'un romancier, a une force évidente. Ça m'a pris quelques années avant de passer de la question au roman, mais ça m'arrive souvent de mettre des sujets, des questions possibles entre parenthèses. Mais après, quand je m'y suis mis, j'ai vu qu'il y avait une cohérence qui, à mon sens, prenait vraiment tout son sens dans la figure d'Héphaïstos. Je vais lire un passage justement par rapport à ce que vous venez de dire. L'une des principales occupations d'un dieu est de rappeler son existence aux humains, afin d'alimenter leurs craintes. Alors, de temps à autre, il nous faut intervenir suffisamment dans leur quotidien pour qu'ils n'oublient pas la soumission qu'ils nous doivent. Il leur faut savoir que nous pouvons à tout moment bouleverser les brefs instants de vie qui leur sont accordés. Et comme ils n'aiment rien tant que leur placide ignorance, ils nous offrent des sacrifices afin de nous maintenir à une juste distance. C'est pourquoi nous apprécions qu'ils parlent de nous, et nous tolérons qu'ils inventent les pans de nos vies qu'ils ignorent. Je ne saurais dire combien de choses ils ont imaginées sur mon compte, car même si mon histoire est des plus prodigieuses qui soient, elle est plutôt simple en réalité. Je suis né laid et je suis né seul. Je trouve que ça vous donne aussi le ton de ce texte-là, ça vous donne aussi la manière dont Johann Louis Ruiz se place dans Héphaïstos et vous montre que véritablement il se met dans le personnage, il se met dans cette divinité-là et que c'est très troublant. C'est extrêmement troublant et notamment vis-à-vis de la boiterie d'Héphaïstos, qui n'est pas un détail cosmétique, c'est plutôt, c'est aussi le cœur du livre. Est-ce que cette difformité physique du dieu, est-ce que dans votre roman, c'est une sorte de métaphore de la création littéraire, de la création artistique, toujours bancale, toujours imparfaite, toujours réprouvée par les dieux parfaits du marché? Alors j'avoue que je n'y avais jamais pensé comme ça, mais je trouve que c'est très bien dit. Et donc oui, tout à fait. Je récupère, j'essaie toujours de récupérer les bonnes idées des lecteurs, de façon à avoir l'air plus intelligent quand j'en reparle. Euh, non, vraiment, j'y avais pas pensé comme ça. Pour moi, c'était juste le, le paradoxe d'une divinité difforme. Euh, Puisque dans notre imaginaire chrétien, la divinité est a priori parfaite et donc la divinité difforme euh, qui crée une sorte d'empathie qui est aussi paradoxale parce que dans le roman, Héphaïstos n'a absolument pas envie de bénéficier de l'empathie des êtres humains puisqu'il méprise les êtres humains en tant que Dieu, c'est normal qu'il nous méprise. Euh, mais parfois, quand il traverse les attroupements d'êtres humains, certains se moquent de lui, ce qui évidemment le met en rage, mais d'autres aussi montrent de l'empathie. Et ça, au départ, il ne comprend pas pourquoi on lui montre l'empathie, parce qu'il se sent tellement supérieur aux humains qu'en fait, il ne s'attend à recevoir que de la crainte ou de la référence, mais pas du tout de la solidarité ou de la compassion. Et, mais c'est un être qui, à moi, me touchait, même s'il il est un peu emmerdant parfois, pardonnez-moi. Hein, et c'est insupportable parfois, avec son complexe de supériorité constant. Mais bon, c'est un peu normal d'avoir un complexe de supériorité quand on est un dieu. Ça, je trouve que c'est quand même excusable. Hein. Et puis c'est le seul qui travaille, c'est le seul dieu qui travaille, qui fabrique, qui sue. Là aussi, j'y ai vu une métaphore, vous me pardonnerez mais l'excessivité de mes métaphores, mais dans un panthéon d'oisifs plutôt brillant, il est l'artisan. Est-ce que pour vous, c'est aussi cette vision-là de l'écrivain que vous proposez là? On voit que vous êtes extrêmement modeste. Est-ce que vous êtes plutôt un forgeron plutôt que quelqu'un qui n'inspire? Ben, moi, je trouve que c'est juste, c'est juste une vertu. Et on travaille, peut-être qu'on a,
on a tendance à survaloriser la valeur morale du travail. Hein. En fait, on a tendance à dire que c'est bien que les autres travaillent pour pouvoir profiter de leur travail. Enfin, le système économique productiviste peut-être en fait un peu trop sur la notion morale du travail. Mais euh, oui, moi je trouve que il a un certain mérite. Ça, je lui reconnais ça. Les autres sont des flembards, feignants, qui se la pètent en quelque sorte, hein, alors que lui, il bosse toute la journée sous terre. Et donc, quand même, il a un mérite évident. Et puis lui, il crée des choses. Les autres, ils commandent aux éléments, aux animaux. Ils peuvent vous transformer en arbre ou en rocher ou en escargot s'ils veulent. Mais lui, il crée des choses, vraiment. C'est un créateur. Donc, forcément, de ce point de vue-là, la métaphore du créateur humain, je pense qu'est assez inévitable, oui. Et puis, il y a un véritable parti pris sur la réhabilitation des dieux grecs par rapport au monothéisme actuel. Il y a Ah une oui. forte critique par rapport au monothéisme actuel, et c'est à la fois drôle, à la fois très juste, et à la fois limpide, ça c'est évident. Qu'est-ce que vous vouliez aussi faire passer dans Héphaïstos par rapport à ce regard-là? Donc, vous imaginez que Héphaïstos a traversé tous les temps un petit peu difficiles en temps de guerre, notamment après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il intervient en 1946. Il est épuisé par cette guerre. Je trouve que rien que ça, dès le début de ce chapitre-là, c'est le dernier chapitre. On ne spoile rien, bien entendu. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a beaucoup d'engagement aussi sur la religion, sur le monothéisme, sur les monothéismes. Et on a l'impression qu'Héphaïstos milite pour justement cette réhabilitation de tous ces dieux grecs qui finalement sont pas si mal que ça. En tout Oui, cas, alors, j'essaie, voilà, en tout cas, il ne force pas à guerroyer. oui. Alors, j'essaie toujours de ne pas m'immiscer trop dans mes romans par rapport à mes idées personnelles, politiques ou idéologiques, parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Parfois, c'est un peu inévitable quand même. Mais là, je voulais vraiment donner le point de vue d'un dieu, d'un panthéon polythéiste sur le monothéisme. Et je crois que son point de vue, forcément, serait extrêmement négatif, ne serait-ce que parce que il reconnaît que le Dieu judéo-chrétien, en tout cas lui dit le Dieu des chrétiens, a été plus fort et les a vaincus. Donc il se reconnaît inférieur de ce point de vue-là, mais il a, il est assez rancunier par rapport à ça. Mais c'est vrai que en général, hein, les polythéismes sont plus tolérants que le monothéisme, parce que les polythéismes, ils en sont plus à un Dieu près. Euh, il y a des exceptions, hein. Par exemple, aujourd'hui, il y a un nationalisme en Inde basé sur la religion qui probablement aurait été assez incompréhensible il y a peut-être un demi-siècle ou un siècle, mais qui existe qui est négatif. Mais en général, les polythéistes, quand il y a un nouveau Dieu qui arrive, ils disent, bon, voilà, mets-toi là, mets-toi dans le coin, là, puis débrouille-toi, puis c'est pas un souci. En fait, les Romains, au départ, n'avaient pas de souci avec les chrétiens, n'auraient pas eu de souci avec les chrétiens. Il suffisait qu'ils mettent une église quelque part, et pour les Romains, il n'y avait aucun problème, hein. Sauf que les chrétiens disaient que non, tous vos dieux sont faux. Il n'y a que le nôtre qui est vrai. C'était aussi ce que disaient les Juifs. Mais les Juifs disaient, il n'y en a que le nôtre qui est vrai, mais vous débrouillez, on ne veut rien savoir. Avec vous, c'est pas grave, c'est pas grave. On est là, on fait notre vie, et puis c'est tout. Alors que les chrétiens disaient, vos dieux sont faux, faux, et il faut les détruire. Alors là, c'est là que les Romains ont dit, bon, ça va pas. Et, et les monothéismes, de mon point de vue, ont l'inconvénient d'être basés, en tout cas les trois monothéismes principaux, judaïsme, christianisme et islam, d'être basés sur des vérités dites révélées, sur un dogme descendu du ciel et sur un texte écrit et donc sacralisé et donc a priori intouchable. Et ça, ça crée des problèmes parce que si ma vérité est intouchable, c'est que ta vérité est fausse, etc., etc. Et voilà, il y a un peu de psychorigidité, je trouve, pour employer un euphémisme, hein, parce que ça pourrait être plus dur que ça, avec le concept de vérité révélée. Et je lis un extrait par rapport à cela. Ce qui me fascine, c'est de voir guerroyer entre eux les adeptes de l'une ou l'autre manière de prier.
Chrétiens et mahométans et juifs aussi, ils sont tous aussi insensés à mes yeux, car il est aberrant de leur part de prétendre savoir ce que veut un Dieu qui ne se manifeste jamais, qui ne se promène jamais parmi eux pour les ébahir. Les mortels qui nous adoraient n'étaient pas moins fous, mais ils n'étaient pas seuls. Nos manifestations physiques venaient ponctuer leur existence. Ceux d'aujourd'hui en sont réduits à adresser des prières qui semblent n'être jamais écoutées et à inventer des chimères pour oublier leur malheur. Nous autres, nous n'étions pas si hypocrites. Nous ne faisions jamais de promesses, sauf dans le cas d'un accord ponctuel entre un Dieu et un mortel. Et si nous avions menti, nous le reconnaissions volontiers et nous n'obligions pas les mortels à nous aimer. Leur crainte nous suffisait, et les sacrifices qu'ils nous consacraient en conséquence. Ce Dieu veut tout, l'amour et l'obéissance, en échange de promesses contradictoires inscrites dans des livres incohérents. On a aussi l'impression de voir un discours politique entre deux partis au municipal. Oui, oui. Oui, non, je reconnais que j'ai été assez dur là, mais bon, dans la mesure où c'est Héphaïstos qui parle, hein, je trouve que ça c'est cohérent de mettre ça dans sa bouche. Je veux dire, c'est vrai que dans ce cas-là, je suis assez en accord avec tout ce qu'il dit. Moi, je suis athée, mais je me définis comme athée non pratiquant. C'est-à-dire, moi, j'ai aucun problème avec les religions tant qu'elles n'essaient pas de s'imposer. Le problème, c'est qu'elles essayent parfois de s'imposer. Et je m'intéresse beaucoup aux faits religieux. Je parcours la Bible assez régulièrement, le Coran un peu. Je trouve ça très intéressant. Sauf que pour moi, c'est pas des vérités révélées. Voilà. Alors, par rapport à ça, justement, par rapport au fait que on a l'impression, tout à l'heure, Katharina parlait du fait que ce soit très contemporain, et c'est vrai, notamment par rapport à ces milliardaires, par rapport à ces hommes politiques qui se pensent être divins. Je trouve qu'il y a véritablement aussi ce côté-là qui montre que aujourd'hui encore, les sacrifices sont différents. On ne sacrifie plus un agneau ou un animal, quoique ça peut arriver, mais les sacrifices sont différents, sont humains, sont du temps, tout simplement, le sacrifice du temps, le sacrifice de l'engagement. Il y a véritablement aussi ce côté survivance de l'écriture et de ce sacrifice-là. Est-ce que vous avez pensé à ça aussi en écrivant ce texte-là? Non, pas vraiment, je crois, parce que vraiment là, ça aurait été. C'est déjà si difficile d'écrire un roman, si en plus il faut avoir dans la tête des gens comme Trump et Elon Musk, ça devient épuisant, hein, vraiment. Donc, bon, quand j'écris ce roman, il n'était pas connu encore. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas ceux qu'ils auraient je suis devenu. Euh, non, c'est-à-dire, moi, j'accepte a priori toutes les métaphores possibles parce qu'en général, il y a beaucoup plus de métaphores possibles par rapport à un texte littéraire que ce que l'auteur a pensé ou a cru ou voulu. Donc là, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je suis avant tout un romancier. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est raconter des choses que j'invente. J'aime inventer et raconter ce que j'invente. Pour moi, c'est le cœur du métier de romancier dans mon cas. C'est trouver des belles histoires et savoir comment les raconter de la plus belle façon possible. Alors, avec ça, je suis assez heureux. Donc, tout ce qui vient en plus, j'en suis ravi. Mais voilà, donc, moi, je suis tombé dans le monde gréco-romain quand j'étais petit en lisant Astérix. Et, et à la différence de la plupart des gens qui sont aussi tombés dans Astérix quand ils étaient petits, moi, je ne suis jamais sorti. J'ai toujours continué à vivre avec ce monde-là. Après, je suis arrivé à Homère plus tard, hein, et tout ça. Bon, je ne suis pas resté que par Toutatis et par Bélénos, mais D'ailleurs, dans le roman, on se demande, enfin, Héphaïstos se demande aussi si Homère est encore lu. Alors, là, on est en 1946. Il y oui, a aussi cette question-là de la survivance d'une œuvre. Ça aussi, c'est très intéressant, c'est très judicieux de savoir qui reste finalement dans l'histoire officielle ou pas. Héphaïstos en a été quasiment effacé. oui, tout à fait. En tout cas, de son point de vue, c'est ça. Après, pour moi aussi, je voulais mettre Homère aussi en tant qu'hommage, en quelque sorte. Homère, c'est de mon point de vue, l'écrivain le plus important de l'histoire européenne, de la littérature, hein. Et c'est aussi le meilleur. Et c'est le premier, disons. Le premier, c'était le meilleur, à mon avis. Et je crois que l'Iliade et l'Odyssée n'ont pas été surpassés. Euh, et donc, j'avais envie d'en parler un peu, de façon un peu tangentielle, comme ça. Mais c'était plus pour me faire plaisir dans ce cas-là que vraiment pour mettre un sens dans quelque chose. Mais oui, moi, le monde
grec et romain, pour moi, c'est un monde très important, surtout grec, parce que les Romains étaient quand même extrêmement antipathiques, globalement, militaristes, enfin bon, voilà, colonialistes à outrance. Euh, les Grecs étaient loin d'être parfaits, hein. La démocratie grecque, c'était vraiment très très limité en fait, hein, comme démocratie, mais ils ont l'imaginaire grec est un imaginaire incroyable, je trouve, qui moi me nourrit. L'histoire grecque est passionnante, la littérature grecque est passionnante, la mythologie grecque est passionnante, et tout ça, ça fait un continuum et une sorte de, j'allais dire gloubi-boulga, je sais pas pourquoi, j'ai gloubi-boulga, pourquoi, ce que vient de faire un Casimir dans tout ça, mais oui, voilà. C'est Pif Gadget. Voilà. C'est Oui, ça. voilà, voilà. C'est vrai qu'on a du mal à vous imaginer Pif Gadget, Astérix, Casimir, alors que vous êtes si littéraire. C'est intéressant de voir les références aussi des auteurs, à quel point ça peut être extrêmement populaire, extrêmement différent de l'image qu'on pourrait s'en faire. Et je trouve que vous êtes l'exemple parfait d'une culture protéiforme, d'une culture très très large. Bah, je crois qu'on est tous un peu comme ça. Enfin, j'ai l'impression quand même, moi, euh, moi, je regardais beaucoup, enfin, quand j'étais adolescent, je regardais Apostrophe assez souvent, et je trouvais quand même qu'ils étaient un peu vaniteux, la plupart des écrivains. Et en fait, je crois que on a tous lu Puy Gadget et Astérix, seulement à partir d'un certain niveau d'autorité, il est peut-être convenu de ne pas le dire, de ne pas en parler, comme si on était tombé directement dans Chateaubriand. Voilà. Bon, voilà. Non, non. Euh, on est tous passés par là, et par Marvel, et enfin voilà, par tous ces. Aujourd'hui, j'imagine que des adolescents qui lisent des mangas, un jour vont se mettre à lire Homère, hein, ou Tolstoï, et voilà, ça va les nourrir autant. Tout peut nous nourrir. Et moi, j'ai aucune honte, au contraire, parce que j'ai passé des heures délicieuses avec Pif Gadget et avec Astérix et avec Lucky Luke, et etc., etc. Et ça m'a donné envie de lire d'autres choses, de passer à autre chose. Mais je crois juste qu'on a un petit devoir de loyauté par rapport à ce qu'on a été quand on était enfant ou adolescent, et qu'il n'y a pas de raison de le renier. Et moi, j'aime bien en parler. Et oui, et je sais que je m'en rappelle, même pour Junil, vous en avez parlé, donc c'est vraiment des références importantes. Et je trouve ça très, très honnête de votre part. Voilà. J'aimerais que vous nous lisiez un premier extrait, Johan Luis. Alors, je ne sais Oui. pas si vous avez choisi celui en catalan en premier ou en français. Alors, en fait, je vais suivre le même texte, un, un paragraphe, pardon, un paragraphe en catalan, et puis après, je vais continuer en français. Super, merci. Alors, c'est le chapitre 3. C'est un petit bout du chapitre 3. Alors, ça, c'est pour que les gens qui n'ont jamais entendu le catalan de leur vie puissent se dire que ça y est, c'est fait. Et je suis désolé pour vous si vous n'avez jamais entendu parler le catalan de votre vie, mais bon, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Durant els primers 2 anys vaig menjar i créixer fins a semblar un adolescent, ja que els déus, per justícia, creixem més de pressa que qualsevol altra criatura. Em vaig quedar allà escoltant les històries que tetis volia narrar-me de la seva vida, les nissagues divines, el caos que cobria l'univers i el cosmos que el va succeir, les tribulacions de Cronos que havia castrat el seu pare i més tard havia devorat els seus fills, i la victòria del més astut d'entre ells, el meu impare, Zeus. Eren històries belles, sangonoses i reals. Eren la nostra vida i el nostre destí, fets de desordre, de violència, de set de poder, de venjança i d'humiliacions. No parlo només dels primers moments de la nostra creació, sinó de tot el temps en què vam regnar. Per això em va costar entendre el món tan diferent dels cristians. Et donc, hop, la notion de Dieu éternel, unique et omnipotent, pardon, n'avait pas de sens pour moi. Ce programme de 7 jours, ces 10 commandements, comme si tout était prévu depuis toujours, sans que soit laissé de place au hasard, au besoin ou au désir charnel. Le monde dont s'est emparé le Dieu des chrétiens, des juifs et des musulmans est devenu plat et monotone. Il n'existe que par la volonté de cet être plus astucieux que nous tous. Notre monde à nous était un combat permanent, où tout pouvait facilement être renversé.
Nous devions nous tenir fermement les uns aux autres pour ne pas tomber. Et dans cette étreinte, il y avait des coups et des égratignures. Nous pouvions nous cracher au visage, nous écraser le sexe, proférer des injures, penser nos blessures et même nous moquer ensemble de celui d'entre nous qui trébuchait. Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer, si le chaos allait revenir, si les titans allaient s'échapper de leur geôle ou si Zeus allait être détrôné par un prétendant plus fort, plus sournois, plus cruel que lui. Notre monde restait inachevé, un mouvement constant. C'était une pagaille, une éruption constante d'énergie contraire, d'érections, de cris, de coups et d'emportements. Nous ne nous ennuyions jamais. Voilà. Merci, merci Joanne Louise. Vous avez entendu la langue catalane, c'est vrai qu'il y a tellement de références dans cette langue-là. On a l'impression que c'est une langue extrêmement protéiforme, extrêmement riche de différentes cultures. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne sais pas comment vous pouvez vous la ressentez, Joanne Louise, mais on sent du portugais, on sent de l'espagnol, on sent presque de l'allemand aussi. Enfin, je ne sais pas, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Katharina peut aussi en parler, puisqu'on est quand même dans la maison d'édition Les Argonautes sur la littérature européenne, et alors là, le champ est vaste. Mais on a l'impression que Johan Luis résume finalement toutes les langues du catalogue Les Argonautes. Est-ce que je me trompe, Katharina, ou pas? J'ai l'impression que c'est ça, c'est le liant. Moi, je n'ai pas entendu de l'allemand là-dedans. Pardon pour le bruit, mais euh, non, c'est magnifique. Moi, je pense que tout à l'heure, il y avait un moment où notre public, les participants, ont dit que c'était quand même bizarre que Joanne-Louise trouvait le français administratif, mais je pense que notre lien avec la langue est extrêmement important et c'est la langue de Joan Luis, donc on sent comment il l'aime, comment il s'exprime à travers et le français va être pareil si quelqu'un la parle avec amour, mais pour Joan Luis c'est une langue un peu oppressante, donc c'est clair que il la ressent autrement le français et pour moi oui c'est toute la beauté de la traduction et de ce que je fais avec les Argonautes, c'est de trouver vraiment les auteurs qui aiment leur langue et qui font ce qu'ils savent faire. Enfin, ça c'est, et je trouve que les plus grands auteurs, on sent leur lien avec leur langue et c'est ça qui les rend singuliers, c'est cette origine dans la langue et ce ils en font. Donc pour moi, une langue n'est jamais elle n'est jamais neutre, mais elle n'est jamais, ou peut-être elle est neutre et elle vit seulement à travers ceux qui la parlent. Bon, je ne sais Alors, si je peux juste faire une précision historique hein, pour situer le catalan, parce que c'est pas un mélange. Hein, parfois, j'ai entendu dire, voilà, le catalan, on dirait un mélange de français et espagnol. C'est pas du tout ça. Hein, c'est une langue qui est née comme le français, comme l'espagnol, le portugais, l'italien, l'occitan, le, le, ro- le roumain, pardon, est né des invasions romaines. Donc, c'est une dégradation du latin spécifique au territoire où cette langue est née. Évidemment, il y a des points assez proches avec l'espagnol, mais l'intercompréhension entre le catalan et l'espagnol n'est pas du tout évidente, hein, sauf dans les mots les plus récents qui sont souvent un peu les mêmes. Mais curieusement, il y a plus de points en commun entre le catalan et le portugais en faisant un saut par-dessus l'espagnol. Voilà, donc c'est juste la seule différence entre le catalan, l'espagnol et les autres langues que je vous ai citées, c'est que le catalan n'a pas un État qui ait fait de cette langue-là sa langue nationale. À part l'Andorre, disons, mais l'Andorre est tellement. Le catalan est la seule langue officielle d'Andorre, mais c'est un État tellement petit, c'est un micro-État, qu'en général, on ne le compte pas vraiment. Très bien. Alors, on va prendre une petite photo de groupe. Voilà, comme on en a l'habitude. Préparez-vous. Et c'est bon pour la photo de groupe. J'aimerais qu'on parle de Junil également, en tout cas de ce lien avec Chronique d'un dieu boiteux, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de développer une sorte de projet littéraire, peut-être conscient ou pas, mais en tout cas, il y a des liens qui se créent entre eux. Euh, Est-ce que c'est, alors, en tout cas, dans Junil, c'était la littérature et les mots d'Ovide qui étaient une sorte de force de survie. Dans ces chroniques-là, c'est la mémoire mythologique qui finalement survit à travers la figure du dieu.
Est-ce que pour vous, la littérature, c'est ça? Est-ce que c'est une forme de résistance à l'oubli organisé? Ah oui, sûrement, certainement. Mais c'est difficile à dire parce que, enfin, difficile à dire peut-être pas, mais hum, moi j'essaie de ne pas théoriser mes romans. C'est-à-dire quand j'écris un roman, je me pose les questions du quoi et du comment, mais le pourquoi, je le laisse vraiment pour après. J'essaie de pas trop me poser les questions parce que sinon après il y a il peut y avoir des sortes de parasitages idéologiques qui interviennent, hein. En général, ça fait pas du bien au roman, je trouve. Donc, la question du pourquoi j'ai fait ci ou pourquoi j'ai fait ça, j'y réponds volontiers quand j'ai des réponses, mais c'est toujours après coup, avec des rencontres avec des lecteurs après coup. Et du coup, des fois, je suis pas trop sûr de la réponse parce que j'essaie de pas me poser la question. Et parfois, si je sens que je me pose moi-même les questions, j'essaie de l'écarter pour ne pas, justement, pour ne pas que le roman soit influencé par mes propres idées et que je répète, sont les miennes, mais ne sont pas forcément intéressantes, en tout cas ne font pas forcément du bien au roman, euh, bien au contraire. Je voudrais juste dire quand même que pour l'instant, je n'ai que deux romans situés dans le monde gréco-romain. C'est ces deux-là, Junil et le Dieu boiteux. Qu'on ne croit pas que je suis spécialisé dans ce monde-là. Je regrette un peu qu'il n'y en ait pas plus, et il y en aura sûrement d'autres, hein, probablement. Mais pour l'instant, ce sont mes deux seuls romans dans ce monde-là, et c'est vrai qu'on avait pensé à Katharina que ça faisait un joli duo possible de les mettre à côté l'un de l'autre. J'aimerais justement savoir enfin au-delà de ces deux textes-là qui sont, alors, on va pas dire un diptyque, mais en tout cas il y a des liens évidents. J'ai vu que vous aviez écrit notamment un livre sur Je suis celui qui a tué Franco. Oui, Alors il y a différents textes, j'imagine, que vous avez déjà écrits. J'aimerais que vous nous parliez peut-être, au-delà de la mythologie, d'autres textes justement. Quels sont les points d'ancrage, les thématiques préférées de Johann Louis Louis, au-delà de cette mythologie justement? C'était une de mes questions. Et est-ce que ça va continuer, notamment aux Argonautes? Est-ce que c'est des thématiques? Est-ce que c'est un écrivain, Johann Louis Louis, qu'on a envie de voir aux Argonautes longtemps? Évidemment, et on a envie de découvrir l'ensemble de ses textes, ça c'est une évidence. Mais est-ce que vous avez déjà une piste aussi du prochain? Et la deuxième question, donc celle-là, c'est pour Katharina aussi, et pour Johan Louis, de savoir quelles sont les thématiques qui vous occupent actuellement, notamment. Est-ce que le monde actuel, la société actuelle, a un impact aussi sur vos champs d'écriture? pas directement. L'impact est évident et sûr parce qu'on vit dans ce monde-là et on peut pas s'en écarter, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais moi, je suis très fier d'en avoir. Enfin, je suis très fier, c'est un peu ridicule, hein. Je suis un peu infantile, disons, mais je suis très fier de n'avoir aucun roman où il y a Internet, par exemple. Euh, et encore moins d'intelligence artificielle. J'ai un roman où il y a des téléphones mobiles, mais qui sont très très peu utilisés et je voyais pas comment faire ça. Mais j'essaye de m'éloigner le plus possible de cette époque-là. Vous En êtes fait, quand je l'antithèse de Ray Bradbury. Oui, voilà, c'est-à-dire je vis dans le 21e siècle, si en plus je dois y mettre mes romans, c'est un peu trop pour moi. Donc je préfère m'en éloigner. Après, les thématiques générales, j'en ai pas vraiment. Enfin, maintenant, je commence à en avoir conscience, mais c'est par le biais des critiques qui en ont parlé. Moi, j'avais pas une idée très claire. J'ai jamais pensé que je devais explorer un thème ou une question spécifiquement. Mais il y a plusieurs critiques qui ont écrit, et je me suis rendu compte qu'ils avaient raison, que dans tous mes romans, les personnages principaux sont des marginaux, systématiquement. Et c'est pas volontaire du tout. C'est pas du tout pensé a priori. Je le constate après coup. Junil, le personnage Junil est une marginale. Héphaïstos est un dieu, mais c'est un dieu marginal par rapport aux dieux et aussi par rapport aux humains. Donc voilà, j'imagine il y a quelque chose d'assez, pas autobiographique directement, mais qui me concerne dans mon rapport à la société, probablement. Mais c'est pas très intéressant non plus, je pense, fait pas forcément. Voilà. Alors, Je so quelqu'un que va matar Franco, c'est le titre original. Je suis celui qui a tué Franco. C'était une uchronie. De temps en temps, je fais un roman où il y a la Catalogne. Alors, je me le permets de temps en temps, parce que sinon, ce serait, je trouve dommage de passer toujours à côté. Mais là, je m'étais vraiment fait plaisir
en imaginant un personnage qui tue Franco en 1944 et qui donc évite une énorme quantité de problèmes, de soucis, de malheurs à ses contemporains. C'était une chronique. J'aime bien les uchronies. J'aime bien lire des uchronies, mais qui sont pas faciles à faire. C'est pas facile de bien les faire. Parce que souvent, on voit le temps réel qui se glisse par-dessous. Et c'est compliqué, mais voilà. Je sais pas si c'était vraiment votre question. Ça l'était, mais pas forcément sur ce que vous êtes en train d'écrire. Ah, Euh, ce que je suis en train ouais, d'écrire, ce que je suis en train d'écrire, je n'en parle jamais. C'est quelque chose que, vraiment, avec personne. Il y a que mes enfants qui ont le droit de me poser la question. Et je leur réponds. Mais sinon, tout ce que je dis, oui, c'est un roman, oui, il y a des personnages, et les personnages font des choses. Voilà. très bien, très C'est bien. c'est pas Après, par, on a de la chance, vous avez déjà un certain nombre de romans déjà écrits, donc c'est très bien comme ça. oui, 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 oui. Et si je n'en parle pas, c'est pas par caprice ou pour faire la diva, c'est parce que j'ai besoin de garder l'énergie pour moi. Si j'en parle, je sens que je perds de la concentration, et ça, je peux pas me le permettre. Alors, Katharina, Oui, donc moi j'ai l'immense chance que, comme c'est que de la traduction, on sait évidemment ce que Joan Luis a écrit après, donc après Héphaïstos ou après Junil surtout. Oui, on planifie déjà les deux prochains romans et c'est magnifique. Et pour moi, c'est un auteur qui, quand il dit qu'il veut juste raconter une bonne histoire, c'est très vrai, mais il y a quand même une humanité qui en émane de cette façon de raconter des histoires qui d'une manière très subtile et que moi j'ai tout de suite adoré dès que j'ai lu le premier chapitre d'un livre de Joan Luis, c'est pour moi quand même profondément politique. Ce qu'il écrit est très très intelligent et très littéraire. Et on peut, comme vous avez dit, on peut accéder par plein de portes à son œuvre et on peut juste goûter la belle histoire ou juste lire la poésie, la philosophie, mais pour moi, je suis allemande, j'aime beaucoup les textes un peu politiques, et pour moi, c'est là-dedans aussi. C'est une réflexion politique sur l'oppression, souvent, et sur la violence qui est faite aux humains, par les humains. Et ça, c'est extrêmement fort. J'aime beaucoup cette œuvre qui est une vraie œuvre. En fait, il n'y a pas de question là-dessus. Je pense que oui, moi je suis très très enthousiaste de continuer et on a juste, voilà, il faut y aller étape par étape. Parfois, on aimerait bien aller beaucoup plus vite. c'est très bien déjà ainsi. J'aimerais qu'on revienne sur Héphaïstos, notamment sur le fait qu'il se soit le dernier survivant de son monde. J'aimerais, étant donné que vous avez parlé d'Uchronie, ça tombe bien sur cette question-là, puisque dans 100 ans, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir quels dieux de notre époque auront survécu? Non. Par Dieu, vous entendez quoi exactement? Les dieux métaphoriques aussi? Oui, bien sûr. Ouais. Je sais pas. Moi, je pense que si l'humanité est encore vivante d'ici 100 ans, ce sera déjà pas mal, vu comment ça se goupille. Moi, je suis profondément sceptique. Je ne parle pas de guerre nucléaire, tout ça. Je crois que ça sera beaucoup plus banal. On est en train vraiment la phase de destruction de la planète. Moi, quand j'étais à l'école, au collège, je me souviens d'une prof de géographie qui nous avait dit si on ne change pas les choses, d'ici 15, 20 ou 30 ans, le processus de destruction de la planète va être enclenché. Et ça avait été assez traumatisant, mais quand on a 12 ou 13 ans, 20 ou 30 ans, c'est pareil, une éternité. Et je crois qu'elle avait tout à fait raison, et qu'en fait, le processus de destruction de la planète est enclenché, et probablement inexorable, inarrêtable, peut-être ralentissable, si je peux me permettre un néologisme, je crois. Euh, donc, je crois que
La situation dans 100 ans sera probablement pire que celle d'aujourd'hui. J'aimerais bien me tromper pour mes descendants, hein, mais je crois que ce sera pire et que il y aura probablement une sorte de barbarie généralisée, mais bon, ça, on a tellement exploré littérairement et cinématographiquement des, des, des récits post-apocalyptiques, que ce soit après des attaques nucléaires ou après des désastres climatiques. Moi, j'étais adolescent quand le film de... Ah, j'ai oublié le nom du réalisateur, pardon, Soleil Vert avec... j'ai aussi oublié le nom du principal acteur, je suis désolé. Celui qui était président de l'association pour les armes américaines, Charlton Heston, voilà. Soleil Vert de 1974, je crois qu'il écrit un, un monde en pleine, en pleine crise climatique. Et d'ailleurs, dans le roman dont est inspiré je fais une petite digression écologiste, je suis désolé. Hein. Dans le roman qui a inspiré le film, qui est du tout début des années 70, on parle déjà de l'effet de serre et du désastre qui implique l'effet de serre et le fait de ne pas essayer de le ralentir. Donc, les scientifiques étaient au fait de tout ça depuis vraiment, ça fait plus d'un demi-siècle que les scientifiques savent qu'on va droit dans le mur, mais on préfère faire du scrolling sur nos téléphones en disant wow, 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 le train va bien finir par s'arrêter, il va bien y avoir quelqu'un qui va mettre le frein. Mais en attendant, on continue sur nos téléphones pendant que le train se précipite sur la montagne. Voilà, je ne sais pas si c'est une image ou une métaphore, mais c'est, Soleil voilà. Vert, c'était Harry Harrison, le roman. Ouais. Oui. Et donc, bah, on va prendre un grand verre de vin après cette réponse terrible. Voilà, les élections municipales arrivent en plus à grands pas, les résultats, donc on pourra prendre un deuxième grand verre de vin ensemble. Tout ça pour en revenir à nos moutons et aux deux questions que je pose régulièrement aux auteurs et autrices qui passent ici, c'est celle de choisir un auteur méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour, quelqu'un qui vous a forgé, un roman ou un auteur ou une autrice. Qui avez-vous Oui, choisi, Joanne Louis? alors, vous m'aviez déjà posé la question pour Genil, et Et oui, à la surprise générale, j'avais choisi un auteur catalan. Donc, je vais faire pareil, évidemment, parce que j'en profite. Hein. et oui. J'aurais pu choisir un auteur français, j'aurais trouvé, méconnu, j'aurais trouvé. Mais je vais brièvement vous parler d'un poète du XVe siècle. Alors là, un voyage. Alors, je vous marque le nom, je vous écris le nom sur le chat, peut-être. Hein. Oups là. Qui s'appelait Jordi de Saint-Jordi, qui a un très très beau nom. C'était un, hop, voilà, Jordi de San Jordi. Jordi est un Georges. Alors, c'est quelqu'un qui a eu un destin terrible. Il est mort à 25 ans. C'était le fils d'un esclave berbère dans la cour du roi à Barcelone, la cour du roi catalan, au début du XVe siècle. Alphonse, je crois que c'était le roi, qui est allé guerroyer à Naples et lui était un jeune chevalier. Et il a été fait prisonnier, il est resté très longtemps prisonnier à Naples, et puis il a été libéré, il était malade, il est mort à 25 ans. Et il a une œuvre très courte, mais voilà, ça c'est un portrait, disons, une réinterprétation récente de ce jeune, enfin je sais pas si c'est ressemblant. On sait qu'il était berbère, hein, et on sait que c'était le fils d'un esclave libéré. Et il a des vers vraiment très touchants sur la captivité. Et, et il a un vers qui est devenu, qui en Catalogne est une sorte de presque de devise de ces vers parfois qui traversent les siècles et on connaît le vers mais on ne sait plus le reste du poème. Hein. Alors c'est écrit en catalan du XVe siècle, c'est un peu comme le français du XVe siècle, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Mais alors je l'écris comme ça, vous aurez un peu de catalan écrit. Euh, hop. Il y a d'ailleurs très peu de choses hein, sur Internet le concernant, Oui, en tout cas sur la voilà. littérature, sur la Voilà, poésie. vous avez dit méconnu, hein, donc méconnu. Parfait, c'est parfait. Voilà. Il y a un de ces vers qui ouvre un poème qui dit Tot jorn aprenc et desaprenc ensems, qui veut dire tous les jours j'apprends et à la fois je désapprends. Et je trouve que c'est très beau, surtout écrit par quelqu'un qui devait avoir 20 ans quand il a écrit ça. Eh ben, très bon choix, parfait. Voilà.
Et la deuxième question, c'est celle de se transposer dans un personnage de fiction, toute fiction Oui, confondue. Et est-ce que vous changeriez son destin? Qui avez-vous choisi? alors là, quand on me parle de personnages de fiction, je ne doute jamais. Et je vais aussi vers mon enfance, barre adolescence, avec Corto Maltese, le grand Corto. C'est mon héros absolu de fiction. Euh, j'ai une admiration pour lui sans borne, chevaleresque, aventureux, généreux, qui parle toutes les langues a priori, parce que dans ces aventures, tout le monde parle une seule langue et tout le monde se comprend. Donc c'est un peu résoudre dans la facilité, mais ça marche très bien. Il y a pas de, ça semble pas invraisemblable. Donc le grand Corto Maltese de Hugo Pratt. Alors, ce que je changerais pas vraiment ces aventures, je changerais la réalité des livres. À la mort d'Hugo Pratt, ses ayants droit et ses éditeurs ont pensé que c'était une bonne idée de trouver des faussaires pour reprendre ses aventures. Et donc, il existe des albums qui sortent de Corto Maltese par d'autres auteurs qui font ça très bien. Moi, je me refuse absolument à les lire. Je suis tout à fait contre le fait de reprendre des personnages à la mort de leur auteur. C'est un créateur. C'est un peu comme si on disait, ah tiens, la recherche du temps perdu, c'est pas mal. On pourrait trouver quelqu'un qui écrit un peu comme Proust si on ferait la recherche, une deuxième recherche en 9 volumes. Et voilà, on mettrait notre nom et on verrait que c'est du Proust. Alors, tiens, monsieur, un peintre qui fait du Picasso, période bleue, pas mal. On pourrait revendre des périodes bleues de Picasso. Ça ferait refleurir le marché. Ce serait stupide, ça semblerait stupide à tout le monde. Ah, dans la BD, par contre, ça semble raisonnable. Et ça semble même être une bonne idée. Probablement parce que malgré ce qu'on dit, la BD est encore considérée comme un art mineur. Je crois que si la BD était vraiment considérée comme un art majeur, on ne le ferait pas. Et bon, après, Astérix, par exemple, vraiment, je trouve un peu ça déplorable. Tintin, par exemple, Hergé avait absolument interdit qu'on fasse ça, et qu'à sa mort, il avait un album inachevé qui est resté inachevé. Et je trouve que c'est très bien comme ça. C'est frustrant, mais c'est très bien comme ça. Et donc, Corto, je lui souhaiterais de ne pas avoir d'existence post-Hugo Pratt. Bon, Voilà. Katharina, on oublie donc la suite de l'Odyssée. Voilà, non, non, Oui, on pourra pas le faire. On pourra pas le faire. Non. Non, ce sera une nouvelle Odyssée. Si c'est écrit, ça sera nouveau, forcément. oui, après, il y a des tas de nuances, hein, évidemment. Dans le cas de l'Odyssée, Ulysse, bon, c'est un personnage universel, donc on peut s'en emparer. Ce qui me gêne dans un groupe, ça ne me gênerait pas si on faisait des films sur Corto Maltese ou voir des romans, mais de trouver un dessinateur qui dessine comme Hugo Pratt, qui doit effacer sa personnalité pour se mettre dans la personnalité d'un autre. Et vraiment, c'est un travail de faussaire, techniquement. Je trouve ça vraiment triste. Et puis, il faut vraiment aujourd'hui s'en méfier parce que ça, c'est certainement, enfin, je pense que bientôt, ça sera plus que l'intelligence artificielle qui fera de tels textes Oui. à la manière de. Donc, ça, c'est pas sérieux. Je suis entièrement d'accord. Très bien. Eh bien, nous avons parlé du feu, de l'exil, de la boîterie et du silence des dieux. Nous avons parlé de la langue, comme d'un territoire qu'on porte en soi, quand les cartes ne le montrent plus, de la création, comme du forge solitaire dans un monde qui a oublié jusqu'au nom du forgeron. Et puis, il y a quelque chose de profondément juste dans le fait que Johan Luis soit perpignanais. Cette ville est elle-même un entre-deux, ni tout à fait française, ni tout à fait catalane, une frontière rendue invisible par les siècles, mais qui palpite encore sous les pavés, dans les prénoms, dans les noms de famille, dans la manière qu'ont certains mots de sonner autrement quand le vent vient du sud. Et dans cet entre-deux, il a forgé une œuvre, il a choisi la langue de ses origines plutôt que celle de son école, et cette décision, en apparence anecdotique, dit tout de la nature de son écriture. Il écrit toujours contre le courant le plus commode, toujours du côté de ce qui résiste, de ce qui refuse d'être englouti. Héphaïstos boite, certes, mais il avance. Il traverse les siècles sans visa, sans passeport, sans que personne ne l'attende, et il continue de forger des objets merveilleux dans une forge que le monde a déclarée fermée. C'est peut-être la définition la plus exacte de ce qu'est un écrivain, quelqu'un qui fabrique encore quand plus personne n'a commandé.
qui chauffe le métal quand le marché préfère le plastique, qui croit au feu comme d'autres croient à la prière. Alors merci, Joanne Louis Louise, d'avoir accepté de descendre de votre Olympe de papier pour venir parler et partager avec nous cette mélancolie drôle et ce rire grave qui sont la marque de toute grande littérature. Merci d'avoir rappelé, avec une élégance qui n'appartient qu'à vous, que les dieux ne meurent pas quand on cesse de les croire, ils meurent quand on cesse de les lire. Merci infiniment, Johann Louis Ruiz et Katharina Alois Van Hoff, pour ce texte-là, Chronique d'un dieu boiteux, aux éditions des Argonautes. Merci infiniment à tous les deux. Et on vous retrouvera, j'imagine, au Festival de Paris, tous les deux aussi. Euh, oui, je crains que pas Joan Louis Louis, non. Ouais, Que ouais, moi et le stand. Très bien, Non, Joan Louis parfait. n'est pas le plus grand voyageur du monde. Donc, bon, je vais à Bruxelles quand même bientôt, mais voilà, bon, la semaine je prochaine, fais on un sera à effort. Je fais un effort. Bruxelles. On sera sur la foire du livre de Bruxelles. Il y a une rencontre et puis il y a d'autres rencontres planifiées à Paris notamment, à Rambouillet et à côté de Nantes. Enfin, c'est en train de se faire, mais il y a des dates qui peuvent être, qui seront annoncées sur notre site aussi si ça vous intéresse. Mais oui, là, imminent, la foire du livre de Bruxelles et voilà. Eh bien, parfait. Je te Ah, et remercie. le marathon du mot à Toulouse, pardon, j'ai oublié parce que Oui. oui, oui, non, tout à fait. Merci, merci beaucoup pour cette invitation, pour ces questions. Ça a été pour moi vraiment très intéressant. Et merci aux gens qui sont restés jusqu'au bout, qui ont eu la patience de nous écouter jusqu'au bout. C'était un plaisir. Merci à tous les deux. Merci. Bonne Oui, soirée à merci tout le monde. aussi. Merci à vous. Et je le remonte, il est Merci. Au là. revoir. Au revoir à tous. Au revoir, bonne soirée.